Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec. Bienvenue dans cette deuxième saison des balados juridiques. Je m'appelle Vanessa Destinée et je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous partagent avec beaucoup de générosité leur histoire et leur cheminement après leur divorce et leur séparation. D'entrée de jeu, ce qui m'a fascinée, c'est que tous ont dit qu'il y a une vie après une telle épreuve et qu'elle est belle. Notre but avec ce balado, c'est de vous partager leur histoire, vous inspirer et vous aider sans lunettes roses. Au cours de la première partie de cet épisode, nous avons découvert avec Florent et Jessica à quel point leur histoire d'immigration a profondément influencé leur parcours de vie. Ils ont dû faire face à de nombreux défis tels que la peur du divorce, la barrière de la langue, le manque de ressources et l'isolement, entre autres. Dans cette deuxième partie, nous sommes accompagnés de Mme Rachida Azdouz et de Maître Marie-Pierre Marquis pour nous aider à comprendre les enjeux auxquels sont confrontées les personnes issues de l'immigration et surtout pour connaître toutes les ressources qui existent pour les aider. Commençons avec Mme Rachida Azdouz, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer par le passé. Bonjour, je m'appelle Rachida Azdouz, je suis psychologue, je suis également essayiste, chercheur au Labri à l'Université de Montréal. Le Labri, pour ceux qui nous écoutent, c'est le laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Merci Rachida d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ton expertise va nous être vraiment utile. Et d'ailleurs, selon ton expérience, c'est quoi les principales sources de tension ou de difficultés qui sont propres à l'immigration qui peuvent mener à une séparation ou à un divorce? Les principales difficultés que rencontrent des personnes qui émigrent, que ce soit en couple ou en famille, je dirais qu'ils sont de trois ordres. Il y a une perte de repères, une perte de statut social et une perte de réseau. Vous savez, il y a deux personnes qui émigrent, parfois avec des enfants, et qui se retrouvent dans un nouveau contexte, un nouvel environnement, dont ces personnes-là ne connaissent pas les codes. C'est déstabilisant, c'est anxiogène, ça a un impact sur la confiance en soi et sur sa capacité à jouer son rôle, à être un bon compagnon, une bonne compagne, à être un bon parent, à rassurer et à soutenir l'autre dans une situation de crise. C'est aussi une perte de statut social. On perd en confort. Jessica nous disait, on avait une grande maison, les enfants avaient une chambre individuelle, on s'est retrouvé dans un appartement exigu, il a fallu partager sa chambre, on a perdu la voiture, etc. Et la perte de réseau. Le réseau familial, le réseau amical, le réseau professionnel. Il y a un sentiment d'isolement, de l'anxiété. On se sent seul, même quand on est en couple. Dans la vraie vie, quand un des deux membres du couple traverse une crise, l'autre le soutient. Mais là, les deux membres du couple sont déstabilisés par l'immigration. Et ça peut aller jusqu'à la rupture. Ce qu'on retient aussi du témoignage de Jessica, c'est qu'elle a été la première de sa famille à divorcer. Elle a eu du mal à en parler aux quelques personnes de sa communauté au Québec. C'est quoi les autres barrières que peuvent rencontrer des personnes qui sont issues de l'immigration si elles envisagent de mettre fin à leur relation? C'est déjà difficile de divorcer pour un couple, mais dans un couple qui vient de vivre l'expérience de l'immigration, la première barrière, elle est culturelle. C'est le tabou entourant le divorce. C'est le sentiment d'échec aussi. Parce que divorcer pour un couple immigré, ça peut vouloir dire aussi l'échec du projet migratoire. Parce qu'on n'immigre pas pour divorcer, on immigre pour refaire sa vie ailleurs et idéalement une meilleure vie. Donc le divorce peut être perçu soit par les personnes elles-mêmes, soit par la famille et l'entourage comme l'échec du projet migratoire. Alors que c'est pas tout à fait exact parce que l'immigration, ça provoque pas un divorce. C'est plutôt un activateur, un déclencheur. L'immigration va mettre en évidence des malaises, des incompatibilités parfois qu'on ne voyait pas dans le pays d'origine. Parce qu'on était toujours entouré, on avait la famille élargie, on était dans son élément. Beaucoup de couples divorcent ici parce qu'ils se retrouvent en tête-à-tête et qu'ils réalisent qu'en 10 ans, 15 ans de mariage, ils étaient toujours entourés et que c'est la première fois qu'ils se retrouvaient en tête-à-tête et qu'ils prenaient conscience qu'ils n'avaient plus grand-chose ou pas grand-chose en commun. Il y a aussi les facteurs financiers, matériels. Dans les deux témoignages que j'ai entendus, Jessica et Florent, on a évoqué la question financière. Est-ce que je vais être capable de me débrouiller tout seul? Est-ce que je vais être capable de payer une pension alimentaire, de subvenir aux besoins financiers des enfants quand il y en a? Et
Il y a des obstacles aussi dont on parle très peu, c'est le facteur affectif. C'est la peur de ne pas pouvoir refaire sa vie, surtout avec des enfants. Beaucoup de personnes viennent de sociétés où, surtout pour une femme, divorcer, c'est renoncer à l'amour. Renoncer à la tendresse, renoncer à la sexualité pour le restant de ses jours parce qu'elle a des jeunes enfants et qu'elle pense qu'aucun homme ne voudra accepter de faire le sacrifice de vivre avec une femme qui a des enfants. Et même Florent, même les hommes, Florent dit à un moment donné dans son témoignage, il y a une vie après le divorce. Et corrige-moi si je me trompe, mais la religion peut être un facteur aussi qui va peut-être empêcher les gens d'envisager même un divorce ou une séparation. Mais absolument. Le divorce n'est pas valorisé, n'est pas reconnu dans les trois monothéismes, par exemple. C'est difficile donc de faire reconnaître un divorce par des hommes de foi et par la religion. Donc c'est sûr que le tabou du divorce vient aussi avec les croyances religieuses, le sentiment qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et quand le pire arrive, c'est-à-dire la grosse crise qui vient souvent avec l'immigration, eh ben on se dit je suis dans le pire et c'est pas le moment d'abandonner cette relation. Plus les personnes sont très pratiquantes et très croyantes, plus envisager le divorce est quelque chose de difficile parce que ça met quand même à l'épreuve quelque chose de fondamental qui est la foi. Ça les place vraiment en conflit de valeurs. Oui, la religion peut être un bon repère pour des personnes en difficulté, mais quand la personne est sûre que sa décision est prise et que la solution c'est une séparation, se retourner vers des membres de la communauté, des fois c'est difficile parce que les membres de la communauté vont la juger, mais pas toujours. Il peut arriver aussi que des amis qui ont vécu l'expérience du divorce vont l'aider justement à passer par-dessus le tabou. Moi, je l'ai fait. Ça a été très difficile, mais regarde, je suis passée à travers et aujourd'hui, je suis mieux. Puis qu'est-ce qu'on dit aux gens qui hésitent à franchir cette étape-là? Les personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir peur de franchir le pas, quels conseils tu leur donnerais, toi, Rachida? Je leur dirais d'écouter, de regarder des témoignages. Les témoignages que j'ai écoutés, c'est très bien ça, parce que ça donne un visage, enfin une voix, parce que c'était des témoignages audio. Ça humanise le processus et surtout, ça permet d'anticiper. J'anticipe parce que j'ai devant moi des personnes qui sont passées, qui sont de l'autre côté de la barrière et qui ont survécu et qui sont même mieux aujourd'hui. J'aime ce que tu dis, Rachida, parce que effectivement, ça aide à démystifier le processus puis à le normaliser aussi, tu sais. On rappelle dans notre série à plusieurs reprises que c'est à peu près un couple sur deux qui se sépare au Québec. Puis quand il y a des enfants, ben c'est comme une grande pression sur les couples en général. Donc c'est pas spécifique aux communautés immigrantes, c'est vraiment pour tout le monde ces données-là. Mais d'avoir justement des visages qui incarnent de manière un peu plus spécifique les différentes réalités, c'est toujours utile effectivement. Et Rachida, selon leur pays d'origine, leur expérience personnelle ou encore l'influence de leur entourage, ben, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur du système judiciaire et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend, une méfiance à l'égard des autorités là, pour toutes sortes de raisons. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer ces personnes-là? Ben, la première chose, c'est de rappeler que toutes ces mesures et tous ces mécanismes sont là justement pour les aider parce qu'elles sont isolées et parce qu'elles n'ont pas nécessairement les outils, parce qu'elles sont en crise. Ces mécanismes-là sont là pour les aider et pour les protéger justement contre eux-mêmes. La médiation, notamment, c'est là pour les aider. C'est du soutien. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un sale quart d'heure qu'ils vont passer. Au contraire, c'est un lieu où ils peuvent s'installer et il y a quelqu'un qui les tient par la main et qui les aide à nommer et à régler des choses qu'ils ne peuvent pas régler sans intermédiaire parce que en processus de divorce, ils n'ont pas assez de recul. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, leur dire la vérité aussi, que un divorce, c'est pas facile. Ça appauvrit les deux parties. Florent le disait dans son témoignage. L'idée, c'est pas de promouvoir le divorce, mais plutôt de le démystifier et de le dédiaboliser, et de ne pas en faire un échec. Parce qu'un divorce, c'est pas un échec. Un divorce, c'est une étape dans la vie où on prend acte qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut prendre chacun son chemin.
Expliquer ce que c'est, bien expliquer que la médiation n'est pas de la conciliation ou de la réconciliation, mais vraiment une tierce personne neutre et indépendante qui va les aider à régler leur divorce en les débarrassant de tout l'aspect affectif, la colère, la frustration qui peut les empêcher de voir clair. J'ai une question. Rachida, comment est-ce qu'on l'annonce à la famille? Si on prend l'exemple de Jessica dont la famille est restée dans le pays d'origine, comment est-ce qu'on se prépare mentalement à annoncer ça à nos proches quand on sait que justement ça va être mal perçu? Vous savez, moi je le dis et je le répète, c'est pas la majorité des couples qui divorcent ou qui se séparent en immigrant. Jessica disait qu'elle était retournée aux études et que son conjoint avait trouvé ça difficile. Elle se sentait pas soutenue dans cette étape de sa vie. Mais elle aurait pu vivre la même chose dans son pays d'origine si elle était retournée aux études et qu'elle devait jongler avec la conciliation travail-famille. Moi, ce que je préconise, c'est de dire à la famille, vous savez, il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas, mais on ne le savait pas. Et en immigrant, ces choses-là se sont manifestées. L'immigration n'a fait que mettre en évidence des malaises ou des tensions qui existaient, qui étaient là, mais qu'on voyait pas ou qu'on n'avait pas l'occasion de voir. Je me serais probablement séparée ou j'aurais probablement divorcé aussi si j'étais restée dans mon pays d'origine, ou si je n'avais pas divorcé ou que je ne m'étais pas séparée, j'aurais vécu une vie de couple conflictuelle, problématique et malheureuse. Donc, distinguer l'expérience de l'immigration de l'expérience du divorce. Ce n'est pas le Canada ou le Québec qui a fracassé le couple, c'est le couple avait une durée de vie et il est arrivé à son terme. À échéance. À échéance, absolument. Il y a tout ce discours sacrificiel, des fois, que les parents ont vis-à-vis des enfants. On a immigré pour vous. On s'est sacrifié pour vous, pour que vous ayez une meilleure vie. Ce discours sacrificiel, quand vient le moment du divorce, c'est très lourd pour les enfants. Quand les enfants sont adolescents, jeunes adultes, ils comprennent les codes. La plupart de leurs amis sont dans des familles recomposées. Donc, pour eux, c'est pas un drame. Mais quand ce sont de jeunes enfants qui ont entendu que ce discours sacrificiel, c'est très lourd pour un enfant et c'est très culpabilisant. En amont, il y a quelque chose qui peut être fait par les parents, c'est de ne pas faire porter le fardeau de l'immigration aux enfants. On n'immigre pas parce qu'on se sacrifie pour ses enfants. On émigre parce qu'on veut changer de vie pour soi-même, pour son couple et pour ses enfants. Mais pas seulement pour les enfants. L'immigration n'est pas un sacrifice. C'est un choix. Je ne parle pas des réfugiés, bien entendu. T'en parles, puis je l'ai vécu. Comme enfant de deuxième génération, on le sent beaucoup, ce poids-là sur nos épaules, du parent un peu qui renonce à ses rêves, à ses aspirations, à ses ambitions pour refaire sa vie ici et pour nous donner une chance d'accéder à quelque chose de meilleur. Si tu avais un message, Rachida, avant qu'on se laisse, qu'est-ce qu'il faudrait retenir selon toi? Ce qu'il faudrait retenir peut-être, et là je pense plus particulièrement aux personnes issues de l'immigration, récentes plus particulièrement, peut-être de voir le bon côté de la chose aussi, de dire oui c'est difficile d'immigrer, oui parfois il y a un prix à payer, mais on peut refaire sa vie. On est dans une société où les femmes comme les hommes peuvent refaire leur vie, avoir droit à une vie amoureuse, une vie sexuelle, une vie affective. Ils ne sont pas condamnés, là je pense plus aux femmes, condamnées à ne vivre que pour leurs enfants suite à un divorce. Et ça, c'est quand même un très bel avantage par rapport à certains pays d'origine où les femmes, quand elles divorcent, se retrouvent avec la garde exclusive des enfants. Le père ne s'implique pas ou s'implique très peu. Et les femmes, par la force des choses, ne voient pas comment est-ce qu'elles pourraient rentrer un homme ou une femme, un conjoint ou une conjointe dans leur vie. Donc ça, c'est un élément important à rappeler. Il y a une vie après le divorce et on est dans une société qui permet cette vie après le divorce. Rachida, je t'écouterais parler pendant des heures et des heures. C'est clair, c'est limpide, c'est concret. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci beaucoup, Vanessa.
Le divorce est une épreuve qui peut sembler insurmontable, surtout si on ne maîtrise pas la langue, les codes de la société d'accueil ou qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Pourtant, il existe beaucoup de ressources. Encore faut-il les connaître. On décrypte le tout avec Maître Marie-Pierre Marquis. Marie-Pierre Marquis, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ça va faire 30 ans que je suis avocate à l'aide juridique auprès de populations vulnérables. J'ai pratiqué plus de 27 ans en milieu interculturel avec une clientèle d'origine interculturelle. Et j'ai également fait une maîtrise en travail social. Et puis, je suis présentement en voie d'accréditation pour être médiatrice familiale. En temps normal, quand on envisage de se séparer ou de divorcer, souvent, on va en parler à nos proches, à nos amis, pour savoir par où commencer. Donc, pour des gens qui n'ont pas de réseau, comme Jessica et Florent, par où on commence quand on envisage de se séparer ou de se divorcer? C'est une excellente question et c'est fondamental parce que pour les gens comme Florent et Jessica qui se retrouvent sans famille proche, avec une perte de repères et de réseau, c'est vraiment primordial de s'informer de ses droits parce que là, il va y avoir des thèmes qui vont être abordés, dont la garde des pensions alimentaires, des enfants ou de la conjointe, le partage des biens, l'utilisation de la résidence familiale ou tout autre sujet. C'est important de connaître ses droits. Fort heureusement, il y a des sites d'information juridique où il y a beaucoup de vulgarisation du processus, de différentes étapes d'une séparation. Je dirais qu'il y a énormément de ressources à votre disposition. Il s'agit de faire les recherches pertinentes selon vos quartiers. Je recommande de communiquer avec le bureau d'aide juridique de son quartier pour vérifier votre admissibilité et aussi obtenir des informations sur les ressources disponibles, les gestes nécessaires pour protéger vos droits. N'hésitez pas, même si à première vue, vous vous dites « je ne suis pas éligible » ou « je ne sais pas si je le suis », il y a aussi des centres de justice de proximité qui peuvent être des endroits fort intéressants pour obtenir de l'information juridique en général. Il y a aussi des cliniques juridiques dans les différentes facultés universitaires qui offrent des informations générales concernant les lois, les droits, et c'est un excellent point de départ. C'est une bonne base quand on ne connaît pas bien nécessairement le système judiciaire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont pour la plupart gratuites ou à faible coût, parce que ça aussi, ça fait partie là, de l'équation là, pour certaines personnes d'aller chercher de l'aide parce que c'est dur sur le moral, c'est dur pour la santé mentale. Absolument. Il existe des organismes communautaires à travers la province. Il y a énormément d'organismes qui offrent des services d'aide et d'intégration aux populations qui arrivent à la clientèle immigrante pour offrir notamment du soutien psychosocial, de l'accompagnement, de la réinsertion en emploi. Il y a aussi, parfois, lorsqu'on a des enfants, des centres de pédiatrie sociale. Il y a plusieurs centres qui sont opérationnels au Québec et dans la plupart d'entre eux, il y a aussi ce service d'accompagnement psychosocial lorsque les enfants sont suivis à ces cliniques-là. Ne pas oublier, lorsque vous vivez une rupture et que vous êtes en situation où vous avez besoin de soutien psychosocial, le médecin de famille peut être absolument une ressource à ne pas négliger. Je sais que c'est pas toujours tout le monde qui a accès à son médecin de famille, mais bref, c'en est une. Le CLSC de votre secteur et ne pas oublier en dernier lieu les programmes d'aide aux employés. Les programmes d'aide aux employés, c'est intéressant de vérifier quels sont les services couverts. Alors, je dirais que c'est pas mal ça au niveau du soutien psychologique. Puis, mettons là, qu'on a besoin de ressources du point de vue financier parce qu'on le sait, les séparations, ça fait en sorte qu'on va avoir tendance à s'appauvrir. Hein. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les témoignages là, qu'on a reçus jusqu'à présent, autant dans notre première saison que dans la saison actuelle. Oui, absolument. Les ACEF, donc les associations coopératives d'économie familiale, sont une excellente ressource pour guider les gens, puis ils peuvent guider dans cette étape de vie. Évidemment, tout ça, c'est beaucoup de ressources. On est chanceux d'en avoir autant là, au Québec. Par contre, si on ne parle pas bien français, est-ce qu'il y a des ressources d'interprètes gratuits ou à faible coût qu'on peut aller chercher?
Des ressources gratuites, c'est un peu plus rare, mais à faible coût, il est possible d'en trouver. Il y a différents organismes. Encore une fois, faire des recherches dans vos quartiers respectifs qui offrent des services d'interprétariat à faible coût. J'entends par là 30 ou 40 $ de l'heure. Puis je me pose comme question, est-ce que c'est à différentes étapes du processus qu'on peut aller chercher cette aide-là, par exemple en amont du processus là, de séparation, durant une rencontre avec le médiateur familial, pendant une audience? Est-ce que c'est toujours possible d'aller chercher des services d'interprète? Oui, c'est généralement possible à toutes les étapes du processus, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment lors des audiences, notamment lorsqu'il y a un procès. Au niveau des médiateurs, ce que je serais tentée de vous dire, c'est que les interprètes sont payés via le service public, c'est-à-dire dans les services de médiation offerts au palais de justice. Mais lorsqu'on fait une médiation familiale privée, subventionnée, mais avec un médiateur qui n'est pas du service, d'expertise d'un palais de justice, à ce moment-là, les frais sont à la charge des participants. Est-ce que c'est des services offerts uniquement à Montréal ou partout au Québec? Dans tous les différents arrondissements et dans toutes les régions, je dirais qu'il y a des ressources. Et la meilleure porte d'entrée, c'est d'aller vers les organismes, les OBNL d'aide aux immigrants. On sait que selon le pays d'origine, l'expérience personnelle ou l'influence de l'entourage, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur du système judiciaire ou encore entretenir des préjugés, certaines idées fausses quant au processus, comme celui de médiation familiale. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer ces personnes-là? Dépendant du parcours et du vécu de chacun, plusieurs personnes peuvent craindre effectivement le système judiciaire. Si on vient, par exemple, d'un système politique plus autoritaire, si on a connu aussi des expériences négatives avec des représentants gouvernementaux, ben oui, ça arrive que les gens sont plus réfractaires ou plus défensifs ou sont plus craintifs. Puis d'ailleurs, on a juste à faire l'exercice dans notre entourage. Quand on parle de divorce ou de séparation, ça suscite énormément d'inquiétude pour n'importe qui. Alors, fait que je pense que c'est encore davantage présent pour quelqu'un qui est nouvellement arrivé puis qui n'est pas familier avec notre système juridique. C'est important de bien informer puis de tenter de déconstruire certains mythes ou fausses croyances. J'ai eu parfois des gens qui pensaient que c'était une réconciliation qu'ils allaient faire en médiation. Alors, il a fallu qu'on déconstruise puis qu'on explique quel était le processus et quels étaient donc les différents critères pour y accéder, qui étaient les médiateurs, etc. Une fois qu'ils sont passés par le processus de médiation, est-ce qu'ils sont généralement soulagés? Absolument, parce qu'à quelque part, il y a de l'espace où ils reprennent contrôle sur leur rupture, sur leur solution, et ce, en fonction de leurs besoins. En quoi le parcours migratoire peut avoir une influence sur le processus de médiation? Je suis de celles qui pensent que ce parcours-là a une influence. Comme dans les deux cas de Jessica et Florent, le projet migratoire est toujours un projet qui est conditionné par une perspective d'avenir pour la famille, qui sont venus pour un avenir prometteur. Cette compréhension-là de la part du médiateur puis des intervenants permet au couple de se sentir reconnu. Puis ça facilite la relation de confiance. Puis ça impose au médiateur de s'ajuster, d'avoir une ouverture d'esprit, mais aussi de s'informer adéquatement là, du contexte de la rupture puis du parcours de ce couple-là. Alors, et c'est dans ce contexte-là que le médiateur va être en mesure de comprendre puis d'accompagner adéquatement le couple dans la recherche de solutions. Je vais soulever quelque chose de délicat, puis corrige-moi si je me trompe, Marie-Pierre, mais je crois que parfois, ça peut être dur pour certaines personnes de se sentir à l'aise de parler à quelqu'un hors de leur communauté. Lors de la rédaction de mon mémoire, j'ai rencontré plusieurs personnes et puis certaines me disaient, ben moi, au contraire, je voudrais pas aller voir quelqu'un de ma communauté parce que je voudrais pas que ça se sache. Alors, j'oserais dire qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de solution magique et uniforme. Donc, il n'y a aucun parcours qui est simple, effectivement, puis c'est quelque chose qu'on rappelle beaucoup dans la première saison là, des balados juridiques, que c'est important de magasiner son service de médiation. Donc, il faut chercher quelqu'un là, avec qui on va se sentir en sécurité. Ce qui va être important, c'est de trouver quelqu'un qui a une approche avec laquelle vous êtes à l'aise par rapport à la communication, par rapport aux échanges, qui fait preuve d'écoute,
qui est capable de se décentrer, qui démontre une ouverture, une sensibilité, puis qui propose des solutions adaptées à votre situation puis à vos besoins. Et j'irais au-delà de ça, j'irais peut-être voir sur son site pour savoir c'est quoi son parcours. Des fois, un médiateur qui a un parcours pluridisciplinaire, ben ça fait en sorte qu'il y a plusieurs perspectives. Tu sais, ça serait peut-être des indicateurs. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a, tout comme quand on choisit un avocat, il faut qu'on ait une belle relation de confiance. C'est la même chose pour le médiateur. Si je pense à Florent et son ex-femme qui sont allés voir un médiateur qui a réussi à les sensibiliser, notamment aux droits de Florent, hein, qui était peut-être un peu plus conciliant dans son processus de séparation. Il était prêt à faire des concessions qu'il n'était pas nécessairement obligé de faire. Donc, il y avait peut-être un terrain un peu plus neutre pour discuter. Absolument. Et ce qui est fort intéressant de son témoignage, c'est que cet espace-là lui a permis, comme il dit, de rééquilibrer en quelque sorte les pouvoirs entre les deux, puis lui a fait prendre conscience avec l'aide du médiateur que même si le père de sa conjointe était de bonne foi, il aurait tendance naturellement, humainement, à prendre pour sa fille. Fait que c'était fort intéressant. Donc, un médiateur, ça peut justement permettre de remettre les choses en perspective et d'assurer un certain équilibre ensuite dans les échanges, puis dans le processus de séparation, par exemple, la séparation des biens, la garde partagée, etc., etc. Absolument. Marie-Pierre, merci. Tu as été d'une générosité extraordinaire. Merci énormément. D'ailleurs, si vous vous posez des questions par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à consulter le site de Juridique. Ça s'écrit QC à la fin, donc JURIDIQC. Vous trouverez des réponses claires à vos questions. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces balados, pour vous informer et vous aider à cheminer. Et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à consulter le bottin des ressources de Juridique. Vous y trouverez facilement des professionnels et des organismes près de chez vous. À titre d'immigrante de deuxième génération, cet épisode m'interpelle particulièrement et je suis heureuse d'avoir rencontré ces personnes formidables, assez généreuses pour partager leur histoire et leurs précieux conseils. À vous qui nous écoutez, j'espère que vous serez mieux outillés pour traverser cette étape de vie, pour trouver le soutien dont vous avez besoin. Et surtout, je vous souhaite de connaître à nouveau le bonheur, comme Florent et Jessica. Si vous voulez plus de conseils pour vous adapter à la séparation ou juste pour trouver de l'aide par rapport à votre situation, je vous donne rendez-vous au juridique.gouv.qc.ca. Je suis Vanessa Destinée et je vous dis à la prochaine. Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.